Maintenant, on est à 150 clubs à peu près chaque année qui nous donnent du matériel. Mais il faut savoir qu'on freine. On freine parce qu'on n'a pas les moyens financiers et logistiques pour gérer plus de matériel. Mais on va aller aussi sur de la sensibilisation aux gestes de premier secours, de la sensibilisation à la préservation de l'environnement, sur la gestion des déchets, sur l'hygiène de vie au quotidien. On va aller aussi sur des formations autour de la communication, sur cette trajectoire a fait qu'il y a une deuxième étape très importante, enfin une troisième étape très importante, c'est la FFF. La FFF, ça a été de suite, on va dire, C'est un une garant quand forme de même. Ouais, un garant, une reconnaissance. reconnaissance du travail fourni et surtout un moteur pour notre développement. Mhm. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Depuis 4 ans, il y a un mouvement qui se nomme le podcaston. Chaque année, pendant une semaine, un nombre important de producteurs, réalisateurs, animateurs de podcasts réalisent un épisode pour donner la parole et surtout mettre en lumière des associations. De mon côté, j'ai sollicité Romain Garcia, qui est le président de l'association Football Mission. C'est aussi une personne avec laquelle j'ai déjà échangé sur le podcast pour la réalisation d'un épisode il y a 5 ans. Son projet personnel a évolué. Son projet collectif est devenu Football Mission. On va échanger pendant 1h30, 2 heures sur comment Romain a débuté le projet Football Mission et mais où en est cette association en 2026. Faut commencer que formellement, tu vois. Mais le plus formel Voilà. que je puisse faire, comme tu sais, c'est Romain. Je suis vraiment ravi en fait d'échanger avec toi ce matin. Enfin, ce matin au Québec, cet après-midi, d'après-midi en France. Et, et je suis content que tu sois la première personne avec qui je vais échanger et enregistrer 2 épisodes sur Footballagogie. Et la première question que je te pose, Romain, c'est est-ce que tu as compris le mail que je t'ai envoyé concernant Podcaston? Écoute, alors déjà, c'est un plaisir aussi de t'avoir du coup au bout de la ligne et de pouvoir échanger à nouveau en podcast, mais sur peut-être un autre sujet. Et concernant ta question, non, en fait, enfin, oui et non. J'ai compris que c'est un podcast sur des associations, donc je comprends que c'est la raison pour laquelle on va parler tous les deux, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus, justement. C'est pas un piège en fait que je te pose cette question, c'est que en effet, ça concerne les associations. C'est du 14 au 20 mars, il y a Podcaston qui lance une semaine du podcast, euh, qui fédère les détenteurs ou les animateurs de podcast pour faire un épisode et mettre en lumière une association du choix du podcasteur, entre guillemets. C'est pour ça que quand je t'ai transféré le mail, je dis, et si c'était le signe, depuis le temps que je me dis, Romain, et si on parlait de football mission, mais qu'en plus ça s'intégrait dans un projet, on va dire, plus global, qui relie les associations et les podcasts. Super, là, tu vois, comme quoi. Et c'est bien que j'ai demandé à ce que tu m'expliques, comme ça les auditeurs, ils sauront pourquoi il y a ce podcast. J'en profite parce que dans le cadre de cette entente, entre guillemets, il faut présenter ce projet en introduction, en fin, etc. Dire bah, c'est quoi le podcaston, ça rentre dans quelle mesure. Et moi, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion que d'échanger avec le président de Football Mission, que tu es. Et, euh, et si officiellement, Romain, on démarrait cet épisode, on va dire, plus formellement, et que même si on l'a déjà fait il y a, je pense, même si j'ai déjà posé cette question il y a peut-être 4 ou 5 ans,
Je suis convaincu que la réponse va être différente parce que tu ne t'es pas réécouté. Mais si tu devais te présenter aux personnes qui te connaissent peut-être, mais qui ne te connaissent pas, mais qui es-tu, Romain? C'est très complexe d'y répondre. Alors, Romain, moi, alors il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer, hein. C'est que quelque part, je me définis comme, alors déjà, avec beaucoup d'humilité sur tout ce que je vais pouvoir dire durant tout le podcast. Euh, c'est un petit peu mon éducation, mais comme enfant ou citoyen du monde, j'ai eu des parents qui étaient un petit peu des globetrotters, on va dire, et qui m'ont conçu à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Derrière, j'ai fait toute ma jeunesse sur une autre île qui est la Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique, et je suis venu seulement en France métropolitaine pour mes études. Et puis des études, il y a eu le travail, il y a eu pas mal de projets entre-temps. Donc, citoyen du monde, très, très ouvert aux rencontres, animé par l'humain, la bienveillance humaine et un certain nombre de valeurs que beaucoup partagent finalement, mais qu'il est très dur aujourd'hui dans une société comme la nôtre, qui nous sollicite en permanence et du coup on détache, on a du mal à détacher du temps. Et en tout cas, ben, c'est ce que je fais, je détache du temps pour des choses qui m'animent. Et ces choses qui m'animent, ben, ont fait qu'il y a eu plusieurs projets qui se sont construits. Euh, des petits projets qui sont restés des petits projets qui sont devenus des grands projets. Donc voilà qui je suis. Donc une modeste personne, mais qui essaye de faire au mieux avec ses armes, mais de façon à ce qu'il y ait un intérêt commun ou, comment on pourrait le dire, l'intérêt général, tout simplement. Une participation collective. En Aujourd'hui, d'autres termes, je sais pas, peut-être que tu connais l'expression du petit colibri. Enfin, c'est pas vraiment une expression. C'est, comment on appelle ça, une sorte de fable, euh, un texte amérindien qui disait que justement il y avait le feu dans la forêt et qu'il y avait plein d'animaux dans la forêt. Et tous les animaux partaient, fuyaient du coup bah, cette forêt qui prenait feu et seul le colibri faisait des allers-retours et revenait avec quelques gouttes qu'il avait récupérées à la rivière pour essayer d'éteindre la forêt. Et les animaux lui disent mais pourquoi tu pars pas avec nous? Et lui il dit mais tout simplement que si vous faisiez tous comme moi avec quelques gouttes, le feu de la forêt il serait éteint et on pourrait rester dans la forêt. Et quelque part, c'est peut-être naïf de ma part, mais je vais prendre quelques gouttes et je vais les mettre sur le feu. Donc, je vais faire du mieux que je peux avec mes armes et pour que ben, en vivre heureux tous ensemble. Même si c'est peut-être un peu naïf, comme je le disais tout à l'heure. euh, on, on a échangé il y a 4-5 ans sur un petit projet qui est peut-être qui était quand même devenu gros, mais peut-être que par rapport à ce que tu as vécu, peut-être est resté petit, mais sur j'irai entraîner chez vous, pardon, où tu avais, c'est ça, une posture éducative, d'entraîneur, par le média était le football, le lien de connexion avec tes interlocuteurs. Tu voyageais, tu visitais, tu œuvrais. Donc on avait, c'est ça, tu avais l'occasion de rencontrer des gens grâce au foot. Euh, Après t'avoir posé la question qui es-tu, Romain? Aujourd'hui, tu es aussi, ou tu as une casquette de président de Football Mission, qui est l'association dont on va parler aujourd'hui. Euh, c'est quoi? Je pense qu'il doit y avoir plein de réponses, et peut-être que les intervenants, les bénévoles, les membres auraient peut-être pas drastiquement, mais pourraient la définir ou la présenter un petit peu différemment. Mais si je te pose, j'ai le plaisir de te poser cette question aujourd'hui, c'est quoi Football Mission, Romain? Euh, alors, Football Mission, on va dire que c'est
C'est une association que tu commences à connaître, mais qui, quelque part, est née de plusieurs constats. Le premier constat, c'est que ben, le football est quelque chose d'universel. Et quand quelque chose est universel, c'est-à-dire que on met de côté tout ce qui est lié aux origines, aux religions, aux, euh, aux richesses, enfin à la diversité, et on est tous ensemble. Et donc ça, c'est super, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut faire des choses ensemble, on peut faire passer des messages à tout le monde. On peut fédérer, on peut rassembler. Et en même temps, on fait un autre double constat, c'est que ben, on a dans certains pays des contextes très privilégiés. Je donne l'exemple de la France parce que c'est là où on est principalement. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est dans un système de consommation, que le football n'est pas épargné et que par conséquent, ben, du matériel, il y en a à profusion, il y en a même un peu trop. Et que quelque part, il y a beaucoup de matériel qui dort inutilement, qui reste dans les placards, qui ne sert à rien. Et personne ne propose de solution concrète jusqu'à présent. Et donc, nous, l'idée, c'était justement de récupérer ce matériel et pour pouvoir répondre à un deuxième constat, le constat que dans beaucoup de pays du monde, on n'a pas les mêmes privilèges. On n'est pas dans des sociétés dites de consommation, pas ce type de consommation. Et il y a un besoin avéré de matériel footballistique, sportif, éducatif, mais même ça peut aller dans tous les sujets. Ça peut être dans le médical, ça peut être dans le scolaire, ça peut être dans l'industrie, etc. Mais nous, en l'occurrence, c'est le football. Et justement, apporter ce matériel qui est inutilisé d'un côté pour l'amener dans des endroits où il n'y en a pas. Et c'était le constat qu'on faisait, sauf que ben, amener du matériel et le distribuer et puis partir, ça manquait de sens. Et donc, quelque part, on s'est dit que ce matériel allait être, on va dire, au même titre que le football, un moyen de fédérer, de rassembler, parce que derrière, on allait parler football, mais on allait aussi travailler sur plein de projets de développement durable, avec des aspects socio-éducatifs, avec des aspects autour de la préservation de l'environnement ou des aspects plus économiques et économie circulaire. Donc, Football Mission, c'est aujourd'hui une association qui est sur plusieurs pays, en France, au Maroc, au Sénégal et au Cameroun. C'est plusieurs bénévoles et des antennes régionales dans toute la France. Et c'est plusieurs bénévoles et aussi des antennes régionales dans les trois pays en Afrique. Sauf qu'on n'a pas le même fonctionnement. Il y a un pays qui est plus là pour aller récupérer du matériel, développer des projets pour générer des fonds. Et il y a d'autres pays qui sont plus là pour œuvrer au local et aider des communautés en matière de développement durable. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais Mais qui mieux que toi peut résumer? Romain, euh, ouais, t'as parlé de constat. Tu sais ce que c'est, Football Mission. Moi, je suis curieux aussi de savoir. Tu m'as un peu aidé, mais peut-être que si je pose la question comme ça, peut-être que la réponse va être un peu différente, ou peut-être tu vas apporter quelque chose de plus. Mais comment ça a vraiment commencé? Tu as parlé de constat, et ce que j'aime bien, c'est que on prend des nouvelles de temps en temps. C'est pas assez souvent parce que le temps le permet pas. Mais je me suis souvent gardé le droit de pas te poser ces questions pour justement les vivre dans ce moment-là. Euh, mais comment ça a commencé concrètement, Football Mission? Et est-ce qu'il y avait un lien avec ton ancien projet J'irai entraîner chez vous? ouais. Bah, c'est une bonne question parce que du coup, tu parles de genèse Hmm. et bien sûr, c'est intéressant de la comprendre. Bon, il faut savoir que j'irai entraîner chez vous, comme tu as pu le dire, hein, c'était un coach trotteur qui a parcouru pendant un an 12 pays, 60 villages et qui allait faire des entraînements auprès des communautés les plus isolées. Et en fait, c'était extrêmement riche parce qu'on découvrait des cultures, on rencontrait des personnes et tout était improvisé, tout était spontané. C'était une très chouette aventure en tout cas. Et cette superbe aventure ben, m'a permis à un moment donné de rencontrer des personnes sur Paris, des producteurs qui se sont dit, bon, ben, il y a de quoi faire une série documentaire et de le mettre sur des plateformes qu'on connaît bien. Et donc, ben, ça nous intéresse de travailler la suite avec toi, Romain.
Est-ce que tu es prêt pour cette aventure? Et bien sûr que oui, parce que découvrir le monde par le football et en plus pris en charge par des productions, qui dirait non? Et en même temps, tu fais du bien autour de toi parce que tu laisses du matériel, tu fais des séances, tu crées de la joie, une dynamique sur des territoires, effectivement, que de suite, je me suis installé sur Paris et pour pouvoir travailler sur ce sujet-là. Mais par contre, j'avais demandé une condition, c'était que une partie des bénéfices puisse revenir auprès des populations hautes, parce que quelque part, on gagnerait de l'argent en faisant des émissions chez eux, et c'est normal qu'ils puissent profiter de cela aussi et que ça puisse financer des projets autour du football ou même sur des besoins beaucoup plus primaires. Et par conséquent, on était parti là-dessus. Mais il y a eu le Covid. Et le Covid a fait que la boîte de production avec laquelle j'avais signé, et ce pour 48 mois, euh, elle n'était pas si grande que ça. C'était une petite boîte de production, mais experte dans tout ce qui était projet à l'international. Et d'ailleurs, elle s'appelait The Play. Et donc, super. Le Covid. Le Covid fait que, premier confinement, la boîte de production nous dit ça risque d'être compliqué pour la suite des reportages, etc. Deuxième confinement, la boîte de production n'a pas réussi à tenir toutes les charges qu'elle avait. Et par conséquent, elle a préféré mettre la clé sous la porte. Et le projet, il est devenu caduc. Du moins, notre contrat est devenu caduc. Et le projet, j'ai pas cherché forcément à trouver d'autres producteurs dans un contexte qui était très complexe à l'international. Et donc, de suite, je me suis réorienté vers un schéma plus classique au niveau du travail. Et entre-temps, il y a beaucoup de personnes pendant cette période de Covid qui m'ont fait comprendre que ah, c'est dommage que tu arrêtes ou comment nous aussi on peut faire pour aider, pour être un collectif et faire quelque chose où on a de l'impact à travers le football et ce, à l'international, parce qu'on a très bien vu à travers tes vidéos qu'il y avait des besoins. Il y a beaucoup de personnes aussi qui avaient eu des expériences comme moi à l'international et qui ont compris qu'effectivement, il y avait des besoins. C'est pas forcément des personnes qui allaient pour chercher le futur Sadio Mané et le ramener en Europe et ce fléau qui existe, mais plutôt des personnes qui étaient là pour dire non, mais attends, ils ont même pas un ballon, ils ont même pas des chaussures, ils ont même pas de scie. Comment on peut faire pour les aider? Donc, on s'est réunis avec ceux qui pouvaient. Et puis, une fois qu'on était réunis, l'idée c'était comment on pouvait être utile avec très peu de moyens, mais en utilisant le football. Et à partir de là, il y a plusieurs projets qui ont été pensés, écrits et qui ont été réalisés pour pouvoir définir là où on avait le plus d'impact, là où on pouvait justement quelque part œuvrer collectivement avec le football et ce auprès des plus démunis, tout en donnant vraiment un sens quelque part à cette notion d'universalisme dans le football. Et c'est à partir de là que le projet a grandi. Je vais peut-être poser. On a échangé quand même quelques fois sur le sujet, puis j'ai à un moment donné, entre guillemets, presque fait partie du projet, mais vraiment, je dis presque parce que j'ai pas vraiment contribué. Donc je vais poser des questions, tu sais, Romain. Peut-être que je connais un petit peu la réponse, mais c'est tout l'intérêt Ouais. de cet épisode, un peu, c'est de se dire euh, comment on peut faire connaître un peu cette démarche, et puis on sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va écouter, qui connaissait pas, et qui pourrait permettre d'être un accélérateur, ou bref. Mais si je comprends bien, ça part de ce projet-là, j'ai rentraîné chez vous, le Covid, il y a des gens qui disent pourquoi, c'est pourquoi tu continues pas, c'est dommage, etc. Et puis toi, ton constat, c'est de se dire, il manque du matériel, il manque des ressources. En France, il y a des ressources dans certains pays. Allons prendre du matériel en France et emmenons-le dans certains pays. C'est un peu ça, hein, je résume très très sommairement. C'est un tiers de notre mission, ouais.
Ok, c'était ça. C'est la réponse que je voulais dire, que je voulais entendre. Mais au début, tu sais, je me dis, est-ce que ce un tiers, c'était vraiment la démarche de base, ou les deux autres tiers sont venus dès le début aussi, ou sont arrivés après? Et c'est quoi ces deux autres tiers? Euh, ouais. Non, en fait, même la collecte, c'est pas quelque chose qui est arrivé, c'était pas la priorité au tout début de Ok. l'association. Comme je te le disais, on réfléchissait à comment on pouvait Aider, mettre ouais. en place quelque chose. Mhm. À partir du moment où on aide les plus démunis, et bien sûr, il y avait le côté international qui était très présent, étant donné que ça vient de J'irai entraîner chez vous. Enfin, du moins, il y a une petite origine, et donc c'est ce qui animait les gens qui étaient autour de la table, l'international. Maintenant, ça, enfin, aller à l'international, mais pour y faire quoi? Si tu y vas faire des formations, si tu y vas juste pour donner de l'argent pour qu'ils se structurent localement, mais on n'avait pas tout ça, on n'avait pas de moyens financiers. Mais par contre, on se faisait ce constat que ben, on a du matériel. Et bon, j'irai entraîner chez vous. Déjà, on laissait du matériel. Et c'est vrai que le constat dans les 60 villages que j'ai pu faire, rares étaient les villages qui avaient des ballons. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, mais pourquoi pas justement tenter une expérience, une collecte en France pour ceux qui ont du matériel en trop. Et il s'avère que ben, elle avait plutôt bien fonctionné, la première collecte. Et même, ce qui nous avait un peu surpris, c'est que, Première collecte de matériel, sans... hein. Il y a cette prise de Ouais, conscience, on fait une collecte, c'est-à-dire tu contactes, tu sais, je me permets d'intervenir parce que j'avais suivi un peu, mais tu ouais. contactes des fédérations, tu contactes des clubs, tu contactes des associations. Est-ce que vous avez des matériels? Tu prends un véhicule, tu vas les rencontrer et puis tu récupères le matériel. Ouais, en fait, c'est ça exactement. Mais Mhm. surtout, on a compris que, quelque part, on répondait à un besoin. On proposait une solution. Parce que ça existe, des projets de collecte en interne dans un club. Il y a un Ouais, éducateur qui est originaire du Maroc, du Sénégal ou du Cameroun. Il va prendre les maillots qui restent dans le club, quelques plots, et quand il va voir sa famille ou qu'il retourne là-bas, il amène tout ce matériel, ça ok. fait plaisir. Donc il y a déjà des projets, euh, on va dire, individuels qui se font, et c'est déjà très bien. Mhm. Il y a déjà une solution quelque part, et ce matériel sert à quelque chose. Et il y en a d'autres, il y a d'autres projets qui étaient peut-être un peu de façon régionale, mais sans avoir une démarche où je vais vers. À savoir, c'est si vous avez du matériel en trop, venez vers moi. Alors que nous, c'était tout l'inverse. C'est vous avez du matériel en trop, vous n'avez pas de solution, vous ne voulez pas vous déplacer pour aller vers un local pour remettre tout le matériel, ben nous, on va aller vers vous. Et quelque part, vous avez juste à organiser une collecte de matériel chez vous, et nous, on récupère le matériel. OK, ça va faire des budgets, OK, ça va demander du temps, ça va faire tout un circuit logistique, c'est certain, mais on répondait à un problème, on proposait une solution. Et de cette solution, qui est partie ainsi, on a dû la travailler pour qu'elle soit de plus en plus cohérente, de plus en plus efficace, en optimisant les ressources humaines, financières, les véhicules, le stockage, toute la logistique qu'il y a derrière, en apportant de plus en plus de transparence, de suivi, euh, et aussi Et ça, tu veux rentrer en un peu dans le transformant. détail, Romain? Tu sais, de Ouais. concrètement, si je prends le un tiers, ça ressemble à quoi, tu sais, sans rentrer dans tous les détails, mais quand même d'avoir un peu de concret sur. Ça ressemble à quoi une collecte? Bah, aujourd'hui, une collecte, en fait, maintenant, on est à 150 clubs à peu près chaque année qui nous donnent du matériel. Mais il faut savoir que on freine. On freine parce qu'on n'a pas les moyens financiers et logistiques pour gérer plus de matériel. Donc, quelque part, on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette solution qu'on propose au club. Et c'est dans la continuité de ce que je disais juste avant, c'est que des clubs qui avaient du matériel en trop, on en a profité pour dire, les clubs, servez-vous de ce projet, de cette initiative, pour aussi en faire un aspect éducatif auprès de vos adhérents,
sur la notion de surconsommation, sur la préservation de ces équipements, enfin, prendre soin de tout cela, sur la notion de réemploi solidaire. Donc, si on a quelque chose qui ne sert à rien, il vaut mieux qu'on en fasse don, ça fera des heureux, etc. Ça, Ou c'est sur pas la venu au notion de début, hein. recyclage. Ça, c'est Pardon? venu. Ça, cette sensibilisation, elle est pas venue dès le début. Est-ce que ça, tu le dis, c'est plus formel ou c'est plus informel ou c'est formalisé? Ça s'est formalisé. En Ok. fait, ça s'est formalisé et en fait, on fait une pierre deux coups. À savoir, ben, le club, il avait de fait du matériel qui ne servait à rien et ensuite, ben, projet éducatif qui se met en place et qui peut être valorisé dans le cadre du programme éducatif fédéral en France, auprès de ses partenaires, de ses adhérents, etc. Donc, quelque part, tout le monde y gagne. Et surtout, ben, nous, on s'est dit que c'était la meilleure façon pour avoir du matériel qui, que le club ne disposait pas et que le club n'avait pas mis de côté, à savoir des petites paires de chaussures. Avec les jeunes garçons et les jeunes filles qui grandissent très vite, du coup, s'ils n'ont pas de petits frères et de petites sœurs, ben, quelque part, il y a des chaussures qui traînent dans les placards et qui sont encore en très bon état. Voilà, des protèges tibias, des petits maillots, des petits... Et ces choses-là, quelque part, ben, c'est un complément de ce qu'on n'avait pas par rapport au club directement. Et c'est très bien parce que ça nous complète, on va dire, euh, ce qu'on peut remettre au village quand on les accompagne et on fait encore plus d'heureux. Ouais, au début, c'était pas 150 clubs, mais comment t'expliques que, tu sais, tu dis aujourd'hui c'est 150 clubs, comment t'as un peu commencé à contacter, qu'est-ce qui a bien fonctionné et comment c'est devenu 150 clubs ou 150 organismes qui contribuent à cela? Euh, alors, au tout début, on était basé sur Marseille, donc on faisait une collecte régionale, même si on ouvrait à tout le monde. Il arrivait qu'au tout début, il fallait prendre, louer un camion et aller à l'autre bout de la France. Enfin, moi, j'habite à Paris, mais le siège était à Marseille pour des raisons logistiques et du potentiel partenariat. Mais tout ça pour dire que ouais, ça nous demandait des fois des grandes distances pour très peu de clubs. Mais il y avait une vision très vite, justement, de se positionner et comme opérateur national sur la collecte de matériel, donc pour proposer des solutions auprès des clubs, mais pas seulement. Il pouvait y avoir des équipementiers qui avaient du matériel qui ne revendaient pas. Et donc qui pouvaient nous le remettre, des distributeurs, etc. Donc, il fallait qu'on prenne cette direction. Donc, on a peut-être avancé le curseur un peu tôt pour se dire on est une toute petite association, mais on fait un projet national. Mais ça a donné de suite la dimension qu'on voulait prendre, le côté ambition quelque part, parce que derrière, il y avait une volonté de travailler avec des partenaires nationaux assez rapidement, étant donné qu'on était dans une forme de mouvance autour de tout ce qui était écologique, éco-solidarité, recyclage, réemploi. Donc, quelque part, il ne fallait pas qu'on rate le train. Et je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas, 2 ans après, on a un appel à projet de la Fédération française de football qui se dit, ben, il y a plein de projets qui se passent, plein d'associations qui œuvrent auprès de nos adhérents, donc des ligues, districts et clubs. Euh, et en même temps, on n'y fait rien avec eux. Alors qu'on pourrait peut-être les accompagner. On est la première fédération en France sportive. Et donc, ils ont fait, avec le nouveau président, un nouveau programme d'engagement sociétal. Euh, et l'idée, c'était d'apporter une aide sur plusieurs thématiques auprès d'associations qui œuvraient auprès de leurs adhérents. Et Football Mission a répondu donc à un appel à projet. Et ça tombait très bien parce que la politique qui était entreprise par Football Mission de devenir un opérateur national correspondait quelque part aux attentes de cette fédération de travailler avec justement des associations qui avaient une dimension nationale, interrégionale, on va dire. Ok. C'est concrètement, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui selon toi a fait que enfin, je veux dire, ils ont fait un appel à projet, ils t'ont contacté ou c'est toi qui les as contactés, la FFF?
Et comment t'expliques que, de ce que je comprends, c'est que ça a fonctionné. Comment t'expliques que ça a fonctionné? Alors, on se connaissait déjà parce que, bien sûr, quand on est dans ce milieu-là, il faut qu'on se fasse connaître. Et donc, on avait essayé de les solliciter à plusieurs reprises. Je les avais même interrogés, mais pourquoi vous faites rien auprès de toutes ces associations qui œuvrent pour vous quelque part? Et 3, 4 ans après, il y a un programme qui sort. Donc, c'est super. Alors, c'est pas le meilleur des programmes, euh, mais il a le mérite d'exister. Et il faut le reconnaître. Tu Et peux nous pourquoi ne pas le expliquer un faire? peu, ça consiste en quoi? Ils soutiennent plus d'une vingtaine d'associations sur l'aspect social, éducatif, insertion, prévention, etc. Et aussi sur le côté environnemental. Dont Football Et Mission. c'est ça. Et donc, Ok. moi, je ne connaissais pas cet appel à projet, mais je l'ai découvert, on me l'a fait découvrir. On y a répondu. Mais comme ça correspondait quelque part aux attentes de la fédération, et qu'on était déjà prêt à être dans cette logique d'être un opérateur national, même si ça demandait encore de la structuration parce qu'on est 100% bénévole. Et ben du coup, ça a matché. C'était une bonne nouvelle parce que ça donne du crédit, ça donne un petit budget aussi pour nous permettre de faire la collecte de matériel, mais la collecte de matériel, c'est une partie. C'est un tiers, je te l'avais dit. Il y a un autre tiers où on est sur l'international, 3 pays à gérer, à développer, à faire en sorte que nos bénévoles sur place deviennent de plus en plus autonomes, donc en dépendant moins de la France, des financements, etc. Et c'est un gros, gros chantier. Et puis le troisième point, c'est tout l'aspect, on va dire, événementiel, avec des caractères soit socio-éducatifs, soit caritatifs pour chercher des fonds, et la recherche de fonds, de mécénat, de répondre à des appels à projets, etc. La structuration de l'association, c'est notre tiers qui est très important aujourd'hui au niveau de l'asso. Ok. Euh, Aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, t'en es où? Où en est l'association? Alors, aujourd'hui, l'association, donc, elle est, euh, elle est dans une phase particulière. C'est que d'un côté, on a du concret et de l'actuel quotidien à gérer. Et en même temps, on voit les opportunités, le potentiel. Tout le monde le constate et l'observe. Et donc, il faut aussi écrire, définir l'avenir et le demain. Et ça passe par continuer à structurer le maintenant, mais prévoir la structuration de demain. Donc, on est en perpétuelle transformation ou évolution, ce qui n'est pas si simple que ça, surtout qu'on a des bénévoles, et surtout qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers. On a du matériel, on en a. Ça, c'est très bien, ça nous permet de faire plein de projets avec, et rien à dire là-dessus. Mais concrètement, comment on fait pour avoir plus d'argent? Comment on fait pour professionnaliser quelque part cette démarche? L'idée, c'est de rester sur un modèle de bénévolat, sinon cette démarche ne fonctionnerait pas. Et ça coûterait beaucoup trop cher et ça serait plus intéressant d'acheter du matériel neuf directement sur place, made in China, et on aurait déjà du matériel sur place. Donc c'est pour ça que le bénévolat, quelque part, permet d'être dans cette logique de réemploi donc, et avoir un double impact environnemental et solidaire. Ok, quand toi tu parles de bénévoles, moi c'est vrai que là j'ai encore pris connaissance je pense hier, j'ai passé du temps sur le site internet, voir un peu où vous en êtes, où tu en es, où l'association en est. Pas mal de visages, certains que j'ai vus parce qu'ils sont rentrés progressivement, d'autres que je ne connais pas. Euh, ouais, l'ensemble est bénévole, ça représente tu sais, combien de personnes? Euh, ouais, comment ça fonctionne un peu actuellement? Euh, je pourrais pas te donner de chiffres précis. Euh, Déjà parce qu'il y a plusieurs profils de bénévoles.
Il y a des bénévoles très ponctuels, c'est-à-dire des personnes qui vont venir sur une journée, voire deux, voire même sur une demi-journée, nous donner un coup de main quand on va trier le matériel, par exemple, à l'année. Mais c'est des bénévoles qui sont pour nous très importants sur ces temps forts-là. On a des bénévoles qui vont être présents dans un conseil d'administration ou autre, et donc on peut échanger, on peut les réunir sur une réunion, mais quelque part, ils n'ont pas forcément d'impact terrain. On a des bénévoles qui seront sur des pôles communication, partenariat, direction, recherche, etc., et qui, eux, vont prendre peut-être un peu plus de temps par semaine. Et on a des bénévoles qui sont beaucoup plus terrain, donc ceux qui coordonnent les antennes régionales, ceux qui sont avec les coordinateurs régionaux. Et donc là, eux, ils ont des périodes où c'est très intense, notamment pendant la collecte de matériel. Et comme il faut optimiser le tout, tout se fait sur 2, 3 mois. Et donc, il y a des régions qui récupèrent 30, 40 clubs, du matériel dans 30, 40 clubs sur 2, 3 mois. Donc ça fait tous les week-ends de prix, ça fait... Et là, ça devient vraiment des bénévoles euh, très, très intenses, très terrain. Et après, le reste du temps, on est sur... il faut chercher des fonds, développer des partenaires, faire des événements, participer à des actions de sensibilisation. Donc, au final, pour te répondre, allez, entre les bénévoles qu'on a au Cameroun, Maroc et Sénégal, il faut compter à peu près une quarantaine de bénévoles. Les bénévoles qu'on a en France dans la partie administrative, il faut compter une trentaine de bénévoles. Et après, les bénévoles qu'on a dans les antennes régionales, il faut aussi compter une trentaine de bénévoles. Donc tu fais le calcul, ça fait plus d'une centaine de bénévoles aujourd'hui, sans parler des bénévoles très ponctuels qui viennent sur des opérations, comme je te le disais. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, la boule de neige grossit progressivement. Et moi, là, c'est sûr que je te pose des questions plus d'actualité, parce que je suis moins, je sais très loin de ce que je suis, mais si on parlait un peu de cet automne 2025, euh, on en parlait tout à l'heure, j'ai failli peut-être me joindre ou me coller ou y participer, parce que ça fait longtemps, parce que je suis sensible à cette démarche de l'association. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé cet automne? Puis je suis content de te poser ces questions parce que on s'est pas eu, on n'a pas eu l'occasion d'échanger là-dessus. Puis là, le média le permet de le faire. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé à l'automne? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que l'association a fait? On va dire, ces 6 derniers mois où je sais que tu reviens justement d'une belle mission. Ok. Alors, il faut savoir que justement, avant l'automne, on avait fait une réunion un peu de crise au niveau de l'association parce qu'on n'avait pas les fonds, tout simplement, on n'avait pas de trésorerie pour pouvoir se projeter sur tout ce qu'on avait imaginé, aussi bien en France que sur les missions internationales. Et donc, il a fallu replacer le curseur sur qu'est-ce qu'on priorisait et comment on faisait pour optimiser tout cela. Euh, donc, il y avait des missions qui auraient pu être beaucoup plus collectives. En tout cas, à l'international, nous, ce qu'on priorise, c'est que... alors déjà, comment ça fonctionne? On a des associations, donc il y a Football Mission Sénégal, Football Mission Cameroun, etc. Donc il y a des membres du bureau, et en dessous, il y a un coordinateur national, et après, il y a des coordinateurs régionaux. Et ces coordinateurs régionaux gèrent des référents Football Mission dans chacun des villages qu'on accompagne. On Ce parle au sont des villages, Maroc, Sénégal, Cameroun. c'est ça. Ok. Et ces référents de village, en fait, ils sont dans un village qui répondent à nos critères, à savoir, il n'y a pas de... il faut que ça soit un village, il faut qu'il y ait des besoins, il faut qu'il n'y ait pas de club de football officiel ou affilié auprès d'une structure locale, donc ligue locale ou district local. Voilà, en fait, l'idée, c'est de partir éventuellement d'une initiative ou de quelque chose qui n'existe pas, mais où il y a des jeunes, pour structurer tout ça et pour permettre à ce qu'il y ait plus de jeunes qui en profitent. Ceux qui sont déjà inscrits dans des ligues ou dans des districts, quelque part,
ils ont un temps d'avance. Et surtout, euh, ils ont bien évidemment besoin de matériel, de formation, etc. C'est indéniable. Mais on n'arriverait pas à répondre à tout le monde. Et on créerait une forme de jalousie. Et même, en fait, on créerait aussi une complexité, c'est que plus ces clubs-là vont être structurés, plus derrière, ils vont attirer plus de jeunes dans ces clubs-là. Et ils n'auront pas la capacité forcément à accueillir tout le monde. Et surtout, ils vont euh, diluer ou enlever des jeunes dans d'autres territoires, alors que ces jeunes-là, ils pourraient constituer eux-mêmes une équipe, un club, etc. Et notre volonté, c'est justement de multiplier cette création de clubs, de les accompagner à ce que ces écoles de football, quelque part, deviennent autonomes, s'autofinancent, etc., pour ne pas être dépendants de football mission. Mais surtout, le fait de multiplier tout cela, ça raccourcit les distances entre les villages et donc ça favorise les rencontres sans des budgets colossaux pour se déplacer, pour aller d'un village à un autre village pour faire un match. Non, là, à 5 minutes à pied, ben tiens, il y a deux villages côte à côte, on peut faire une rencontre. Ça devient intéressant pour nous et c'est pour ça qu'on accompagne ce genre de profil de village. Et puis, il nous fallait aussi, dans chaque village, dans nos critères, un référent fiable qui puisse aussi parler français. Et un dernier point, c'est la validation de toute la communauté, chefs de village, personnes religieuses, notables, les femmes, les jeunes, etc. Que tout le monde adhère au projet. Sinon, ça ne peut pas marcher. Là, t'es allé où? Et Enfin, vous êtes allé où cet automne? alors peut-être que je n'avais pas répondu à l'ensemble de ta question, mais et donc du coup, cet automne, pour revenir dans ce que je voulais te dire, c'est que oui, on privilégie les, les compétences locales pour apporter des formations, des sensibilisations. Et s'il n'y a pas ces compétences au local, si on ne les a pas identifiées, c'est des bénévoles qui viennent de France, qui ont ces compétences et cette expertise, et qui viennent justement bénévolement la transmettre avec beaucoup de respect. Euh, donc, le truc qu'il y a, c'est que nous ne pouvions pas aujourd'hui amener des bénévoles de France. Et donc, il a fallu construire uniquement sur place. Et lorsque moi, je me suis déplacé pendant 4 mois, pendant que les autres bénévoles en France continuaient à démarcher des clubs pour qu'ils puissent participer à la collecte. Du coup, moi, pendant 4 mois, j'étais plutôt à l'international, au Maroc, au Cameroun, au Sénégal, pour davantage structurer les associations locales sur les attentes et les collaborations qu'on peut avoir ensemble, et aussi leur apporter plus de compétences pour qu'ils puissent davantage être autonomes localement dans le fonctionnement. Donc, ça continue encore. Par exemple, demain, j'ai encore 2 réunions avec le Sénégal et le Cameroun pour justement travailler sur l'opérationnel sur toute l'année 2026. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Qu'est-ce que vous, en fait, vous faites sur place? Qu'est-ce que nous, on peut apporter au niveau de la France en plus du matériel? Quels sont vos besoins? Etc. Et donc, cette partie opérationnelle, l'idée, c'est de plus en plus la déléguer et de faire en sorte qu'ils deviennent autonomes. Prenons le cas d'un pays, par exemple. Donc, si je comprends bien, tu as été au Maroc, par exemple. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour trouver justement le bon village? C'est quoi? C'est des contacts que tu as en France? C'est des contacts que tu trouves là-bas? Et une fois que tu as choisi un village, comment ça se passe opérationnellement? L'idée, je comprends, c'est de voir si on amène du matériel ou pas, mais après, c'est justement d'un point de vue organisationnel, qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qu'il faut développer? Et pourquoi faut le développer? Euh, alors, le Maroc, on avait lancé, il y a eu 3 phases au Maroc. Euh, du moins, on rentre dans la troisième phase. Il y a une première phase où on avait essayé des projets dans tout type de structure, c'est-à-dire aussi bien dans les clubs, des orphelinats, des associations d'insertion, des associations de handicap, des associations de quartier et des villages. On avait fait un pêle-mêle de tout ça pour voir où est-ce qu'on avait le plus d'impact et où est-ce qu'il y avait le plus d'intérêt quelque part à ce que nous collaborions, où est-ce qu'il y avait le plus de besoins. Et on s'est très rapidement aperçu que les villages euh,
était beaucoup plus isolés, donc du coup, avait beaucoup plus de répondants pour qu'on travaille avec eux. Et donc, c'est ce qui a défini davantage notre politique d'accompagner les villages. Et donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on a accompagné les villages pendant 2 ans. Donc, il y avait 5 villages qu'on a accompagnés dans le Haut-Atlas et dans la vallée du Drap, qui sont aujourd'hui autonomes dans les projets qu'ils mènent. Donc, c'est des projets de 2 ans maximum. C'est-à-dire que c'est des villages qui sont autonomes parce qu'ils ont réussi à mettre un modèle économique en place qui génère des fonds et qui finance les projets socio-éducatifs et environnementaux sans que Football Mission soit là. C'est parfait, on peut se retirer avant. Mais nous, notre objectif, c'est que ce village, quelque part, on va créer une dépendance. On va leur apporter du matériel, on va leur dire c'est cool de. Enfin, c'est eux qui vont nous dire nous, on aimerait faire ça, ça, ça. Nous, on va faire OK, on va vous accompagner. En plus du matériel, on va vous faire des formations, etc., qui vont pouvoir vous aider à atteindre vos Comme, objectifs. comme des formations sur quoi, par exemple, Romain? Des formations, c'est simple. Aujourd'hui, des formations sur le football, des formations sur la création, la gestion d'une école de football, sur sa formalisation. Mais on va aller aussi sur de la sensibilisation aux gestes de premier secours, de la sensibilisation à la préservation de l'environnement, sur la gestion des déchets, sur l'hygiène de vie au quotidien. On va aller aussi sur des formations autour de la communication, sur la gestion des réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle. Mais malgré tout, les formations les plus importantes, car elles sont indispensables et c'est là où tout le monde les délaisse, c'est comment on génère de l'argent. Donc, une formation sur le modèle économique durable et sur formation sur l'entrepreneuriat ou la microéconomie locale. Ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants parce que s'il n'y a pas ça, en fait, on va continuer à laisser ces villages dans une dépendance qu'on aura créée. Et donc, il y aura une double conséquence, c'est que nous, on ne pourra plus supporter et que eux, ils vont devoir dépendre que de nous. Donc, voilà notre objectif. Si le village n'est pas autonome au bout de 2 ans, pour nous, quelque part, on n'a pas fait notre part du travail. D'un point de vue économique, tu parles, ou d'un point de vue, non, même autonome, organisationnel, ou qu'ils arrivent justement à générer des revenus pour Surtout, obtenir du matériel, pour continuer la démarche. Parce que l'objectif final, c'est que quoi, qu'il y ait une école de foot, ou qu'il y ait une activité sportive sur le site, ou enfin dans le village, ou qu'il y ait l'accessibilité aux jeunes de pouvoir, c'est ça, avoir accès à des activités sportives. en fait, tu as tout compris. C'est la jeunesse. En fait, il faut s'occuper de la jeunesse. Mais les jeunes ne peuvent pas s'occuper de eux-mêmes. Donc, il faut quelque part impliquer les adultes. Et c'est là où c'est intéressant, parce que nous, quasiment toutes les formations, les sensibilisations qu'on fait, les 2 tiers sont auprès des adultes, auprès des responsables du village. Donc, et puis, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, et qui était beaucoup plus simple à gérer peut-être dans le passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a les téléphones. Même dans les plus petits villages, il y a les téléphones. Donc, il y a Internet, il y a accès aux réseaux sociaux, il y a accès à ce qui se passe ailleurs. Et quelque part, il y a 30, 50 ans, on était enfin, les gens, quand ils étaient dans les villages, ils étaient un petit peu dans une bulle. Il y avait une part d'ignorance. Et cette part d'ignorance, elle leur permettait quelque part de s'épanouir du peu qu'ils avaient. Attention, je mets beaucoup de, comment on appelle, de respect dans ce que je dis, mais aujourd'hui, le téléphone est un vrai fléau dans les villages parce que il montre à ces jeunes que quelque part, ils sont dans un endroit où il n'y a pas d'espoir, il n'y a aucune opportunité, qu'il fait mieux vivre, l'herbe est plus verte ailleurs, et qu'il n'y a aucun intérêt pour moi, jeune, de rester dans mon village. J'ai tout intérêt à aller dans les villes. Alors, des fois, si c'est le Maroc, ça sera Marrakech, Casa, etc., Agadir, voilà, pourquoi pas. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup se disent, mais il faut aller en Europe. C'est en Europe que ça se passe, les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit. C'est à Dubaï, c'est aux États-Unis. Et donc, en fait, on arrive sur une problématique, c'est celle des flux migratoires. Des flux migratoires
ou de l'exode rural, quelque part, dans un premier temps, notamment de la jeunesse, des jeunes qui n'ont pas d'espoir à 13-14 ans, qui se déscolarisent, filles, garçons, hein, et qui vont dans des grandes villes pour essayer de trouver des opportunités, et qui finalement s'aperçoivent qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'est pas adapté à la vie en ville, mais on est prêt à tout, à prendre tous les risques pour pouvoir s'en sortir. Et si je m'en sors, peut-être que j'arriverai à faire en sorte que ma famille aille mieux aussi sur place, parce que il y a une précarité qui est inconcevable. Et donc, le truc qu'il y a, c'est que les grandes villes ne sont pas prêtes à accueillir ces flux migratoires, et encore moins toute cette jeunesse. Donc, typiquement, Dakar, qui a été construit sur une péninsule, il y a plus d'un tiers de la population qui est sur, je sais pas, 5% du territoire. Donc, c'est pas gérable. Les villes n'ont pas été conçues par rapport à ça. Et ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Et puis après, quand tu es jeune sur place et que tu n'as pas de solution dans les grandes villes, il faut survivre. Quand on parle de survie, on parle quelque part de vivre avec les moyens du bord. S'il faut faire du vol, il faut créer s'il faut faire de la prostitution pour les filles, ou même chez les garçons, s'il faut faire euh, tellement de choses pour s'en sortir, ça devient dramatique. En fait, on crée un climat parce qu'on ne s'est pas occupé de cette jeunesse sur place, parce qu'on ne les a pas occupés, parce qu'on ne leur a pas donné un avenir, de l'espoir, parce qu'on les a totalement délaissés. Et ben aujourd'hui, ils créent plus de problématiques en essayant de trouver de l'espoir ailleurs. Et Et tes constats en allant dans les villages, justement, les rendant autonomes, c'est quoi enfin, est-ce que tu sens que justement, il est où l'impact de Football Mission? Enfin, comment justement tu arrives à mesurer l'impact de Football Mission? Et est-ce que la dynamique, tu arrives à l'inverser ou vous arrivez à l'inverser? Comment? alors, c'est trop, trop difficile de te répondre. En tout cas, on met tous les outils pour pouvoir le mesurer. Du moins, c'est trop récent pour pouvoir y répondre. Mhm. Et en même temps, on se bat face à un fléau qui est tellement important et sur Mhm. lequel on n'a pas la possibilité de changer grand-chose. Mais encore une fois, tu vois, je te disais tout à l'heure, le colibri qui va chercher une petite goutte d'eau et qui va la mettre sur le feu, ben, si tout le monde voit ce message de la goutte d'eau qu'on met sur le feu, ou du moins sur les politiques qui ont cette capacité à décider, de se dire, ben, tiens, c'est vrai que le sport, il peut être fédérateur, il peut permettre de fixer les populations, et autour du sport, on peut y mettre un certain nombre de projets, de leviers éducatifs, on peut parler économique, on peut parler environnement, on peut parler de tout. Et en fait, le constat qu'on s'aperçoit dans tous les villages, c'est qu'il y a un appauvrissement pas un appauvrissement de la population, il y a un dépeuplement de la jeunesse. À partir qu'ils ont 15 ans, ils arrêtent l'école, une bonne partie arrête l'école pour justement trouver, soit travailler, soit chercher une herbe plus verte ailleurs. Mais le constat qu'on fait aussi, c'est que la population, elle est de plus en plus vieillissante. Il y a de moins en moins de personnes qui veulent faire des métiers, on va dire, de village, hein, à savoir de l'agriculture, du maraîchage, de l'élevage, etc. Et que du coup, les populations étant vieillissantes, il y a de moins en moins de production locale. Donc il y a de plus en plus d'importations, etc. Donc nous, encore une fois, on n'est pas là pour changer tout le monde, mais si on peut avoir un petit impact sur des petits territoires, et quelque part, on se fait entendre, on arrive à prouver, à justifier avant qu'il ne soit trop tard, et que des politiques s'en inspirent et que ça continue, en fait, on aura fait notre part du boulot. Donc, si je comprends bien, est-ce que vous avez emmené du matériel là cet automne ou non? C'était principalement d'aller prendre contact avec des villages et de développer des projets, si je comprends bien? On était sur une fin de série dans les trois pays, il fallait recommencer donc des nouveaux villages. Ok. Enfin, une fin de série. Tous les villages étaient à plus d'un an d'accompagnement. Donc là, maintenant, euh, ils ont encore une année avec nous, mais on pouvait recommencer un cycle en même temps. Donc on cumulerait quelque part l'ancienne promotion et la nouvelle promotion. Et donc sur les trois pays, il y avait justement des actions dans la continuité de notre accompagnement et l'identification à travers des études de faisabilité dans plusieurs villages. Et pour te répondre à une question que tu avais posée, c'est qu'effectivement, on fonctionne par réseau à partir du moment où c'est pertinent, à partir du moment où effectivement
on arrive à lier besoin local avéré. Voilà, typiquement, là au Maroc, on est sur un territoire, donc dans la région de Guelmim. Oui, il y a eu la coupe, il y aura il y a eu la CAN, il y aura la Coupe du Monde, etc. à Agadir, mais à 3 heures au sud, c'est une population qui est, j'ai envie de dire, presque désœuvrée, ou du moins ceux dans les villages, parce qu'ils vivaient principalement d'agriculture de cactus, mais il y a eu une maladie qui a fait que tous les champs de cactus, ils sont morts, ils ont dû les détruire. Parce qu'il y avait cette maladie. Et donc, tous ceux qui vivaient du cactus, et c'est des milliers et des milliers de personnes, aujourd'hui ne vivent plus de rien dans les villages. Donc, elles ont le choix de rester et de survivre ou d'aller dans les villes et de tester. Et donc, nous, on accompagne. Enfin, nous, l'idée, c'était justement, cette région est intéressante. Est-ce qu'il y a des villages qui ont besoin de notre aide? Donc, par rapport à un contexte général. Et ensuite, euh, OK, il y a le besoin, mais est-ce qu'il y a la technicité pour pouvoir réaliser le projet? Est-ce que sur place, on a les personnes ressources qu'on pourrait avoir nécessaires qui vont pouvoir nous amener, un, dans tous les villages, nous faire comprendre le contexte, la région, etc. Et deux, nous faciliter certaines choses comme typiquement la logistique. Quand on envoie du matériel dans un pays, on doit passer par les douanes. Et donc, est-ce Tu qu'on peux rentrer un peu dans arriverait... les détails là, Romain, justement, parce que tu m'as fait part d'une petite anecdote cet automne, mais là, quand tu y vas, tu ramènes du matériel et ouais, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu sais, comment ça se passe? C'est d'où ça Voilà. part? Où est-ce que ça arrive? C'est quoi les freins? Est-ce que ça fonctionne mieux qu'avant? Dans la logistique à ce niveau-là, il faut savoir que les premiers exercices sont toujours les plus périlleux parce que on n'a pas encore découvert, ou du moins on apprend les mécanismes, et on n'a pas ce qu'on appelle dans le jargon découvert des couloirs. Et ces couloirs de fonctionnement qui font que sur un plan administratif, ça va beaucoup plus vite, et bien, tant que tu les as pas, c'est quand même la croix et la bannière. Voilà. Pour te donner un exemple, les premières cargaisons qu'on a amenées au Maroc, alors le Maroc, c'est plus facile dans le sens où on n'envoie pas des conteneurs, on met tout dans notre camion, le camion on le met dans un bateau, on fait 2 jours de voyage et on le sort au port. Et on doit faire dédouaner le camion avec la marchandise qu'il y a derrière. Bien sûr qu'il doit être déclaré en amont, etc., pour bien justifier que C'est quoi? c'est un don. C'est quoi? Je suis curieux. C'est quoi déclarer et puis c'est quoi dédouaner? Euh, en fait, si tu amènes de la marchandise, toute douane va considérer que cette marchandise a une valeur commerciale et que tu es là pour la revendre. Sauf si tu arrives à avoir une forme d'exonération des frais de douane. Et dans ce cas-là, elle se demande, mais elle se demande, il y a toujours des process qui sont différents d'un pays à l'autre, mais du coup, il faut à chaque fois une structure sur place qui accueille le matériel. Jusqu'à présent, on s'appuyait sur des structures partenaires, mais on s'aperçoit qu'en s'appuyant sur une structure partenaire, au final, le matériel, on le donnait à cette structure partenaire et derrière, on lui redemandait le matériel pour pouvoir en faire bon usage auprès des villages qu'on accompagnait. Donc, quelque part, on lui donne un petit peu, mais on lui donne pas tout. Donc, c'est pas, c'est pas la meilleure façon de procéder. C'est pour ça qu'on a voulu créer nos associations, Football Mission Sénégal, Football Mission Cameroun, etc., pour passer directement par elles. C'est Donc beaucoup plus simple. t'as créé des associations dans ces régions, dans ces pays. Moi, je n'ai pas créé, mais en tout cas, on a trouvé les personnes Ouais, je comprends. sur place qui étaient motivées et qui avaient les mêmes valeurs que Football Mission et qui étaient prêts à collaborer avec Football Mission France dans ce cadre-là. Donc, du coup, ils ont créé les associations locales. Ok, il y a des antennes, c'est ça, locales. Très bien, je comprends. Ce même pas des antennes, hein, c'est des associations. D'accord, très Le bien. Football Mission. Voilà. En Ok, fait, Football Mission France n'est pas au-dessus de Football Mission Cameroun, sauf qu'on n'œuvre pas pareil. je Et comprends. aujourd'hui, Football Mission, dans France, a un rôle aussi d'accompagnateur, mais sans être au-dessus. Je comprends. Voilà. Et donc, il faut faire ces demandes d'exonération. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Des fois, on a une exonération partielle. Ça veut dire qu'il faut payer des charges. Alors, il faut tout le temps payer dans tous les cas. Mais on a eu des déports au Maroc il y a quelques années. On avait tout mis dans le camion. Enfin, c'était une ambulance d'ailleurs. L'ambulance, elle a pu sortir, mais tout le matériel est resté 1 an en douane.
et même les douanes ont saisi le matériel, mais par contre, on avait une personne assez influente qui a fait le nécessaire pour que les douanes ramènent le matériel et nous redonnent et fassent l'exonération pour qu'on sorte le matériel. Donc, c'est aussi du réseau, et c'est là où je parlais tout à l'heure, lorsqu'on va dans un endroit, il faut qu'on puisse être certain qu'il y a un besoin, mais qu'il y a une forme d'opportunité dans le mécanisme ou la chaîne logistique pour que tout cela fonctionne. Là, cet automne, vous arrivez au Maroc. Une fois que tu as le matériel, enfin, je veux dire, tu arrives dans un village. Comment ça se passe? Ok, donc il y a l'étude de faisabilité qui se passe. Dans les villages, on a l'aval oral de l'ensemble de la communauté. Super, très bon point. Donc, ensuite de cette étude de faisabilité, malgré tout, nous, il faut qu'on le fasse valider au conseil d'administration en France. Parce que malgré tout, aujourd'hui, c'est encore Football Mission France qui met le moyen matériel, mais surtout le moyen financier pour que les actions se passent dans les pays. Quelque part, il y a des villages qui disent oui, mais Football Mission Cameroun, Football Mission Sénégal et Maroc ne sont pas suffisamment autonomes pour financer tous les projets. Donc, il faut malgré tout demander au conseil d'administration en France, est-ce qu'on accompagne ou pas. Une fois qu'on a la validation, parce que l'étude de faisabilité est bien faite et parce que ça répond à un besoin, parce que ce que je disais, on a des opportunités et ça va nous faciliter les choses, ok, on donne l'aval et dans ce cas-là, on avertit le village, on dit, bon, ben, très bien. Maintenant, on a un formulaire qu'il faut que vous puissiez remplir, les villages. C'est quoi vos besoins? On le savait déjà par rapport à l'étude de faisabilité, mais c'est quoi surtout vos projets? Il y a trois questions. Quel est votre projet environnemental? Quel est votre projet socio-éducatif? Quel est votre projet économique pour pouvoir financer les deux premiers projets? Et créer de l'espoir, enfin, créer des opportunités pour la jeunesse. Et donc, ils doivent répondre à cela de façon collégiale. Donc, il y a un comité qui se met en place dans le village. Et ils répondent tout ça. Et nous, ça nous permet d'avoir les bases pour faire une convention. Une convention de collaboration. Voilà. On sait vers où ils veulent aller. Donc, du coup, on va adapter nos formations, même si à chaque fois il y a un tronc commun, mais on va les adapter par rapport à leurs objectifs. Euh, Ensuite, comment ça se passe? Donc, il y a cette signature de convention, il y a des premières interventions qui sont très basées sur la cohésion, parce que malgré tout, on ne se connaît pas encore réellement. Il y a des attentes des uns et des autres, et donc, pour que le message passe le mieux, il faut justement créer davantage de liens et d'affinités. Ensuite, Comment tu fais? Comment vous faites? oh, ouais, tout simplement, tu fais un match dit de gala, tu essaies de venir avec un ancien joueur, deux anciens joueurs, mais tu demandes à tout le monde de participer au match, les papas du village, le maire du village, l'imam, le prêtre, même s'il y a des mamans, s'il y a des filles, s'il y a des jeunes. Voilà, tu fais un peu un match populaire qui rassemble tout le monde, avec une ou deux personnalités qui est là aussi pour attirer tout le monde. Et déjà, tu casses certaines barrières. Et après, quand tu commences les formations, tu vas pas franco dans le sujet, tu mets toujours des petits ateliers pour qu'on apprenne à se connaître et pour détendre un peu l'atmosphère. Donc ça fonctionne plutôt bien. Euh, Tu apportes une partie du matériel, ça marche aussi très très bien. Mais voilà, il faut quand même casser les barrières. Et après, par contre, on va dans le vif du sujet et on fait des formations. Et on s'aperçoit que la première année, tous les villages se concentrent sur l'école de football. Voilà, avec un peu l'aspect environnemental. Mais l'aspect économique est toujours mis un peu derrière, parce qu'on ne veut pas gagner de l'argent, ou du moins il faut travailler, il faut œuvrer, c'est pas évident. Donc une fois qu'ils ont créé l'école de football, nous on dit, vous vous rappelez dans la convention, la collaboration, ben, on doit travailler sur tous les sujets. Et là, vous en avez travaillé sur deux, c'est super, bravo à vous, on est très content, mais là, pour l'instant, vous êtes 100% dépendant de Football Mission. Donc, si vous voulez plus être dépendant de Football Mission, il va falloir qu'on travaille maintenant clairement sur l'aspect économique. Comment on génère de l'argent local. Et là, les idées, le potentiel, ce qui n'est pas exploité localement, mais il y a plein d'idées qui fusent, etc. Bon, ok, comment on fait pour y arriver? Et là, il y a plein de choses qui se passent dans les villages.
Donc c'est un peu ce qui s'est passé cet automne, hein, si je comprends bien. Euh, En partie, D'accord. en fait, on a effectivement, par exemple, au Sénégal, on a accompagné 7 villages, ça faisait au bout d'un an, on a fait une enquête de suivi et on fait ce constat que je viens de t'évoquer. Et donc, ben, du coup, bon, les gars, enfin, on va pas arrêter avec vous, mais quelque part, si on ne travaille pas sérieusement sur le troisième aspect, nous, en fait, on se met un bâton dans les roues parce que vous allez être dépendant de nous et quand on va partir, tout va tomber à l'eau. Ça va créer de la frustration chez vous, etc. Et nous, on va pas pouvoir évoquer notre accompagnement comme, on va dire, positif. Donc, bien sûr, ils le comprennent. Euh, mais ce qui est bien, c'est que déjà, la notion de football, la création d'une école de football, avant, il y avait une initiative, il y avait 15 jeunes, il y avait peut-être un ballon. Eh bien, aujourd'hui, il y a des villages, il y a 150 jeunes, il y a 10, 20, 30 ballons, des plots, des éducateurs parfois qui sont formés ou qui sont en cours de formation auprès des ligues régionales. Il y a une participation au championnat, enfin, il y a des événements qui se passent. Il y a une vraie vie qui se crée. Et en fait, on part de rien du tout, où la population presque rigolait, la population du village rigolait de l'école de football du village, mais qu'avec ce qu'on a pu mettre autour, la population du village et même les villages voisins amènent les jeunes dans cette école de football parce que justement, il y a un vrai projet, c'est construit, c'est structuré, il y a un cadre, et ça, c'est incroyable. Il y a même des villages, comme ils connaissent nos critères, ils savent qu'il ne faut pas être affilié à la ligue, etc. Ils nous proposent de venir dans Football Mission s'ils démissionnent de, s'il se comment on dit, enfin, s'il Des s'enlève, il affiliés? se Ouais. retire. Mm. Voilà. C'est incroyable. Alors, c'est pas notre objet, pas C'est pas du tout. l'objectif, ouais. Mm. Mais ça montre quelque part que on arrive à rassembler, à fédérer tout un village autour d'un projet. Ok, là, on est sur le football et le socio-éducatif. Mais nous, l'idée, c'est de ne pas être que sur ce sujet-là. C'est aussi d'être sur les autres sujets. Mais ça fonctionne petit à petit. Aujourd'hui, on a des villages au Maroc sur les premières sessions, les premières promotions qui sont plus qu'autonomes. Qui aujourd'hui, presque, ce sont des villages qui font de la politique ou des écoles de football qui font de la politique, tellement ils sont devenus influents sur le territoire. Donc, c'est eux qui organisent tous les tournois de la région, c'est eux qui ils ont des centres de vacances. C'est incroyable. Ok, top. Maintenant, tu sais, on a une meilleure idée un peu là. Même moi, tu sais, ça m'intéresse de savoir vraiment concrètement un peu ce que vous avez vécu, ce que tu as vécu, ce que l'association a vécu. Euh, le... La question, elle peut être un peu compliquée, mais j'essaie quand même. Et, tu sais, en termes d'évolution, l'évolution dans les 5 dernières années de Football Mission, euh, comment elle a évolué, mais ça, on y a quand même pas mal répondu. Mais ça a été surtout quoi les jalons importants? C'est qu'est-ce qui a fait, selon toi, qu'est-ce qui a fait step up l'association, où justement cette boule de neige là, elle grossit, elle grossit. Ça a été quoi on va dire les éléments marquants? Ouais, ça a été quoi les éléments importants, les step up importants, autant concrètement que toi dans ta prise de conscience. Hum, Il y a plusieurs points, mais je dirais que la première mission qu'on avait menée au Maroc, c'est le fait d'avoir aussi amené des bénévoles sur place, qui ont vu concrètement ce qu'on pouvait apporter et les bienfaits de nos actions. Ça, ils sont rentrés en France et ils ont partagé quelque part tout ce message. Et ça a été très, on va dire, apprécié, ou du moins ça a permis vraiment à ce que les autres bénévoles se disent, en fait, ouais, c'est pas un mythe. Et ça, c'était déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que on lance une opération de collecte de matériel et on est surpris par rapport au volume et au nombre de clubs. Et donc là, de suite, ça nous oriente sur une piste de dire, waouh, mais c'est super en fait de s'appuyer sur ce projet-là parce que derrière, on se fait connaître davantage par les clubs. Les clubs, ils font des collectes auprès de leurs adhérents, donc les adhérents nous connaissent et quelque part, ben, on développe, certes,
long travail, un long processus, mais on développe notre notoriété en France. Et si aujourd'hui il y a 150 clubs qui participent à la collecte, ben, il faut estimer que c'est une dizaine de milliers de personnes dans ces 150 clubs, viennent donner une paire de chaussures, un maillot, un protège tibia, etc. Donc, quelque part, on développe une marque sans aucune prétention, hein, mais c'est essentiel par rapport à l'objectif qu'on s'était donné de devenir un opérateur national au niveau de la seconde vie du matériel de football. Et en même temps, ben, si on veut faire des ponts entre des pays dits de consommation et des pays qui sont dans le besoin, ben, c'est intéressant d'avoir beaucoup de monde derrière nous. Et alors, ça ne fonctionne pas encore à 100%, mais malgré tout, cette trajectoire a fait qu'il y a une deuxième étape très importante, enfin une troisième étape très importante, c'est la FFF. La FFF, ça a été de suite, on va dire, C'est un une garant quand forme de même. Ouais, un garant, une reconnaissance. reconnaissance du travail fourni et surtout ben, un moteur pour notre développement. Mhm. Et aujourd'hui, je pense que il y a deux autres étapes qui viennent de se confirmer. C'est que ben, on a Hervé Renard qui est parrain, qui a pris le flambeau de notre cher et regretté Pape Diouf, qui était le premier parrain, le parrain d'origine, le parrain d'honneur, qui était aussi le parrain de J'irai entraîner chez vous à l'époque. Et, euh, et donc Hervé Renard, ben, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a justement une expertise du football africain, mais aussi qui a entraîné l'équipe de France féminine, qui aujourd'hui ben, va reparticiper à une Coupe du Monde. Enfin, voilà, donc on a la chance d'avoir ce parrain qui nous donne une autre dimension, une autre forme de garant que la FFF. Et ben, on a enchaîné dernièrement avec la fondation de l'UEFA aussi, qui reconnaît nos projets, notamment au Sénégal, et qui nous soutient. Tu Et peux en donc, parler un petit à peu? petit, Tu peux en parler, ça, Romain, parce que j'ai vu ça sur les réseaux et vraiment ça m'intéresse. Et comment ça a opéré? Comment, tu sais, comment la collaboration a opéré? En quoi c'est quoi exactement? Et en quoi, tu sais, c'est quoi l'impact que ça peut avoir? ouais, déjà, ce qui était très frustrant jusqu'à présent, c'est que ben, Football Mission, c'était une vision, un projet, on l'a testé, etc. Mais on avait du mal à avoir la crédibilité par rapport à nos actions parce qu'on était jeunes ou parce que plein de raisons. Hein. À chaque fois, on dit, ouais, mais vous faites quoi? Vous faites du football, vous faites de l'environnement, vous faites du social, vous faites de l'économie, vous faites... En fait, on ne savait pas où on nous plaçait. Et donc, à chaque fois, on nous baladait un petit peu et ça nous demandait parfois de, entre guillemets, travestir nos projets pour qu'ils s'adaptent au potentiel financement. Et enfin, en finalité, ça nous dénature tout le projet et une bonne partie. Donc, c'est très particulier pour qu'on garde notre, notre projet qui répond à un besoin, qui est une étude de terrain, etc. Et que derrière, des financeurs acceptent ce projet et nous soutiennent. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. À peu Et près, mais aujourd'hui, j'oublie pas mon petit, la nouvelle ok, collaboration là. aujourd'hui, avec l'UFA, clairement, c'est la première fois, euh, allez, on va dire avec la FFF aussi, mais l'UFA, c'est la première fois à l'international où ils disent, votre projet ne le touchez pas, on va le financer parce qu'il nous intéresse. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, ça veut dire qu'on se fait reconnaître. Alors peut-être que justement le fait d'avoir d'autres garants derrière, ça rassure. Mais en tout cas, nous, c'était hyper intéressant. Et ce qu'on a proposé à l'UFA, c'était tout simplement, aujourd'hui, on était sur une promotion de 7 villages. Il reste encore un an à accompagner ces 7 villages. Et on souhaite en rajouter 10 autres dans deux autres régions. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a proposé 10 nouveaux villages. On a fait ces études de faisabilité dans les 10 nouveaux villages et de les accompagner exactement pareil que les premiers villages. Voilà. Ça s'appelle UEFA for Children. Ça, c'est le nom de la fondation, effectivement. C'est la fondation de l'UEFA. Ouais. Et qui, c'est ça, c'est un accompagnement juste, on Financier. va dire, entité ou il y a d'autres choses? Non, c'est un accompagnement financier, c'est un projet Ok, donc sur 2 ans. Et ils nous ok. soutiennent sur 2 ans à hauteur de 40% des financements. C'est un projet qui coûte 100 000 euros voilà, sur l'accompagnement des 2 ans des 10 villages.
Ok, excellent. C'est ça, c'est tout récent là, de ce que j'ai compris. On n'a pas encore eu le premier versement pour te dire, mais oui, c'est très récent. Ouais. Voilà. Mais c'est aussi un gage de crédibilité d'avoir cette structure qui nous soutient et peut-être qu'on en aura d'autres à l'avenir. Mais de toute façon, il reste 60% à trouver Mm. euh, pour le Sénégal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Le le Maroc, Maroc, le le Cameroun. Cameroun et la France aussi, où Exact. on a certes la FFF, mais on a aussi besoin de partenaires pour développer et ne pas rester bloqué à 150 clubs alors qu'on pourrait en faire 300, 400, 500. Là, là, on s'entend. Il y a eu la FFF, il y a l'UEFA, donc la prochaine step, c'est la FIFA, j'imagine. Oui, ça pourrait. On a répondu à un appel à projet à la FIFA, mais qui comprenait justement les quatre pays. Ok. Euh, voilà, donc cette gestion interpays. Mais faut savoir que toutes les demandes de subventions ou les réponses à des appels à projets, il faut en faire des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines, pour avoir une réponse favorable. Et c'est pour ça que je te disais qu'un tiers de notre temps, c'est de rechercher des fonds quasiment. Et je comprends et en même temps, c'est malheureux. Enfin, c'est malheureux de l'argent. Concrètement, il y en a. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas priorisés pour ces sujets-là. Là, tu vois, rien que moi, c'est un peu plus, tu sais, c'est plus clair dans mon esprit où est-ce que football où est-ce que football mission on est rendu. Tu sais, si on commence doucement à parler un peu de l'avenir. Je comprends les contraintes financières, et je comprends un peu la dynamique actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Et plus intéressant, c'est quoi les opportunités à venir justement par rapport à l'évolution du projet, la prise de conscience de l'organisation, ta prise de conscience en tant que président? C'est quoi comment tu sens le football a évolué, peut-être probablement les mentalités, puis les projets de la FFF, les projets de l'UEFA nous montrent quand même qu'il y a une prise de conscience sur certains aspects. C'est quoi les opportunités à venir et justement pour que Football Mission garde, comme tu le dis, son identité, ne se travestit pas pour reprendre tes mots. Euh, c'est quoi les contraintes principales si elles sont que principalement financières et c'est quoi les opportunités à venir? Aujourd'hui, aujourd'hui, l'association, elle est quelque part victime de son succès. Alors c'est bien parce que quelque part, on répond à des problématiques, on propose des solutions, on accompagne, on aide ceux qui sont dans le besoin, il y a des résultats, il y a de plus en plus de demandes. C'est super. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le modèle de l'association, il est à 100% sur du bénévolat. Et le bénévolat, même si c'est quelque chose d'incroyable, que les gens donnent du temps pour des œuvres d'intérêt général, ça reste du bénévolat. C'est-à-dire qu'un bénévole n'est pas disponible tout le temps. Un bénévole n'a pas forcément de réelle obligation, où le bénévole peut être présent à un moment donné et absent pendant une période. Et tout ça, ça crée de l'instabilité quelque part ou de la fragilité plutôt. Et à un moment donné, au vu des volumes des projets qu'on traite, il va falloir qu'on professionnalise l'association, à savoir qu'on crée des emplois. On commence déjà à le faire au Cameroun et au Sénégal. On aide les coordinateurs. Alors, c'est plus un complément de salaire que justement un emploi concret. Le seul truc qu'il y a, c'est que ce complément de salaire, ça nous évite de faire plusieurs allers-retours, donc d'avoir un impact carbone négatif, tout simplement pour faire un travail qui pourrait être fait sur place. Donc, le prix du billet d'avion, on préfère le mettre ou les prix des billets d'avion, on préfère les mettre pour les accompagner et qu'ils puissent être beaucoup plus autonomes sur place. Donc, c'est bien pour le Cameroun et le Sénégal, pas encore pour le Maroc, prochainement. Et en France, ben, on sait qu'un employé, ça coûte cher. Voilà, il y a plus de 50%, ce sont des charges qu'il faut payer. Donc, il faut payer deux fois, quoi. Et c'est pas si évident que ça. Donc, en tout cas, l'idée, c'est déjà d'avoir de la trésorerie
la trésorerie pour financer nos actions, avoir plus de trésorerie pour passer à un modèle professionnel, donc créer des emplois et donc du coup avoir une stabilité sur toutes les actions qu'on mène, voire même pour aller chercher plus de fonds. Et le troisième point, c'est d'avoir par nous-mêmes notre propre modèle économique. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on demande au village d'avoir leur propre modèle économique, jusqu'à présent, pour nous, ça a à peu près fonctionné parce qu'on avait des petites subventions, on avait des appels à projets où on était lauréat. Donc, allez, il y avait beaucoup de bénévoles qui donnaient des moyens financiers de leur poche. Donc, ça fonctionnait, sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout sur les mêmes budgets, les mêmes contraintes. Et donc, au même titre qu'on demande aux villages de créer leur propre modèle économique, eh ben, il faut que nous-mêmes créions notre modèle. Et on a réfléchi, pensé, etc. Donc il y en a plusieurs qui sont prêts à être mis, à être lancés, on va dire, mais ils nécessitent toujours une part d'investissement. Donc soit on arrive à avoir nous-mêmes de la trésorerie supplémentaire et on lance les activités, soit pour avoir ce modèle économique qui se met en place, un exemple très simple, à une location de five, de petits terrains de foot à 5, pour avoir cette location où il y a une rentabilité, cette rentabilité peut financer l'association et ses projets, ou du moins une partie, il en faut beaucoup des five, du coup il faut investir quand même dans ce terrain-là, et pour investir dans ce terrain-là, soit on a un généreux mécène qui débarque de nulle part, mais qui adhère parfaitement à ce qu'on fait et qui peut soutenir, et qui investit dans tout cela, et derrière nous, on l'exploite et on met les bénéfices au profit de l'association, soit il faut développer des partenariats, des fois, enfin, même souvent, on est dans la diplomatie, dans la géopolitique, etc., parce qu'on parle de coopération, donc d'un pays qui est prêt à investir dans un autre pays, mais en contrepartie de quoi, quels sont les intérêts des uns et des autres. Et donc, il ne faut pas se leurrer. En France, aujourd'hui, l'image de la France, elle a pris un coup, notamment dans les pays où on est. Elle est même plutôt écartée, mise dehors, y compris certaines de ces ONG. Donc, et quelque part, nous, on est bien appréciés par la population locale, très appréciés même. Ce qui fait que une France qui cherche à maintenir de bonnes relations et une belle image auprès des populations au Sénégal, au Cameroun ou au Maroc, elle peut s'appuyer sur des organisations comme nous. Mais nous, derrière, c'est OK, on peut être le relais, mais par contre, il faudrait que vous puissiez financer un projet. Un projet qui peut générer, bien sûr, créer des emplois, etc., mais générer suffisamment de fonds pour financer les actions sur place. Et dans ce cas-là, vous récoltez quelque part une image positive, un pays qui est de façon désintéressée, à part l'image de bienveillante que vous avez, que vous recevez, nous, ça nous permet de nous aider. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et ça, ça se travaille entre les ministères, entre les gouvernements, avec des grandes instances, des instances de coopération, etc., etc. Mais ça pourrait être tellement plus simple si demain il y a un joueur de football qui dit ah, mais c'est super, vous faites un truc dans mon quartier, dans mon village. Justement, j'ai reçu une prime là, parce que j'ai gagné tel match hier. Cette prime-là, ça vous finance tout le complexe. Donc, Ça pourrait être ça. Hein. Faut un joueur sénégalais, camerounais ou marocain. Ou n'importe, ou un Français, ou un Canadien. Je comprends. Peu importe, en fait. On parle d'un sport universel et peut-être qu'aujourd'hui, le projet se passe au Cameroun, Maroc, Sénégal, mais demain, il pourra se passer peut-être à Madagascar, en Thaïlande, au Pérou. Enfin, il n'y a pas de limite en ça. C'est... Ouais, justement, dans le il n'y a pas de limite, est-ce que, on s'entend là, il y a des freins romains, mais est-ce que justement, 5 ans après, tu te dis, dans le pas de limite, c'est quoi la prochaine step? Je veux dire, est-ce que Football Mission pourrait prendre un autre virage ou Ouais, ouais, c'est intéressant dans cette lecture-là. Pourquoi? Parce que pas de limite, et en même temps, il y a une réalité.
il y a la réalité qu'aujourd'hui, typiquement, il nous reste un peu plus d'un mois pour trouver 25 000 euros pour envoyer 3 conteneurs de matériel. Et ça, c'est la réalité, c'est Mm. le quotidien. Et en même temps, aujourd'hui, on voit les avancées, on voit le développement, on voit le potentiel. Euh, la France n'est pas le seul pays qui consomme du matériel et qui en laisse plein dormir dans les placards. Donc des pays de consommation, de consommateurs, il y en a plein. Et des pays qui ont des besoins, il y en a plein. Et le modèle qu'on a mis en place, eh ben, on va dire que à partir du moment où il y a un modèle économique qui tient la route, tout le modèle et le processus, la chaîne logistique, le soutien, l'accompagnement, etc., tient la route également. En fait, quelque part aujourd'hui, j'en parlais hier avec un ami qui me demandait la question, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il faut? Enfin, je ne comprends pas. Aujourd'hui, Football Mission, c'est incroyable, mais il y a un truc qui bloque. Moi, je lui fais, bah, écoute, c'est très simple si tu veux le schématiser. C'est tu es un athlète, tu veux te qualifier pour les JO, tu fais moins de 10 secondes au 100 mètres, ok? Mais pour aller aux JO, il te faut le billet de train. Et tu n'as pas l'argent pour aller au billet de train aujourd'hui. Tu vois, c'est particulier. Donc là, on est dans le quotidien. Nous, l'idée, c'est qu'en même temps qu'on vise à avoir cet argent pour avoir le billet de train, bah, quelque part, on structure tout le devenir de l'association, non plus en une association, mais en un mouvement international, car en fait, la dimension l'est déjà, mais la structuration est très mal faite. À savoir qu'aujourd'hui, tous les efforts reposent sur Football Mission en France. Et Football Mission France a du mal à se développer parce que justement, elle doit tout gérer. Et l'idée, c'est de détacher les autres pays de Football Mission France, qu'une autre structure soit au-dessus de Football Mission France, mais aussi de Football Mission Maroc, de Football Mission Cameroun, de Football Mission Sénégal, pour que toutes les Football Mission pays soient sur la même lignée. Voilà, qu'il n'y ait pas un pays qui soit plus que l'autre, mais qu'il y ait des pays qui soient plus vers une solidarité active, à savoir, ben, il y a des moyens, il y a du matériel, il faut sensibiliser, donc on le fait, et d'autres pays qui sont sur de la solidarité locale, donc avec justement des actions dans les villages. Mais au final, il n'y a pas un football mission pays qui soit plus haut que l'autre. Et donc, si je dois résumer tout ça, cette structuration, ce mouvement, ben, ça serait une fédération internationale football mission sur laquelle on travaille déjà depuis plus d'un an, qui devrait prendre le jour et qui devrait être aussi accompagné d'une forme d'incubateur d'accompagnement pour les pays qui méritent d'avoir plus d'accompagnement. Typiquement, en France, ça fonctionne. Le mécanisme est en route. Mais typiquement au Cameroun, il faut peut-être plus d'aide. Et donc c'est cet incubateur de cette fédération qui va accompagner davantage la mission Cameroun. Et en même temps, ça permet surtout de mettre un cadre, de protéger une image, une identité, et de pouvoir accueillir à travers ce cadre d'autres pays qui pourraient être des pays de solidarité active, donc du coup, qui accompagnerait avec la recherche de matériel, la recherche de fonds, etc. Typiquement, le Canada où tu es, voilà, mais ça peut être aussi l'Espagne, l'Italie, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de projet de solidarité qui se passerait en interne. Dans les quartiers, il y a des associations, etc. Il y a des besoins aussi localement. Il y a des clubs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, il peut y avoir ce genre d'action de solidarité aussi en interne. Mais, malgré tout, ils ont quand même une force pour pouvoir avoir une collecte de matériel et pour pouvoir aider d'autres pays. Mais dans un cadre. Et une fois qu'on est dans une fédération où il y a de plus en plus de pays et qu'il y a un cadre, ça nous permet, à travers cette fédération, d'aller chercher d'autres types de fonds, de discuter avec d'autres types de bailleurs, d'autres types d'institutions, d'avoir un autre type de légitimité. Et là, ben, ça devrait faire la différence, notamment lorsqu'on parle de projets de coopération, notamment lorsqu'on parle de projets d'ampleur. Et bien sûr, c'est très ambitieux parce que, je le rappelle, il n'y a pas de dichotomie dans le sens où on est lucide sur la réalité et il faut trouver 30 000 euros en un mois pour envoyer les conteneurs.
il faut trouver plus d'argent pour créer des emplois et financer les actions en France. Et en même temps, ben, il y a ce projet de fédération qui est quelque part un chemin qu'on trace et qu'on structure de plus en plus. Est-ce que tu t'en avais conscience en lançant Football Mission de ces freins-là ou... Non, mais en fait, la grosse difficulté qu'il y a, c'est que Football Mission France ne sait pas vendre son projet parce qu'elle est de partout. Et en fait, effectivement, à un moment donné, il fallait faire un choix stratégique. Football Mission en France, c'est quoi? Est-ce que c'est la partie solidarité? Est-ce que c'est la partie collecte de matériel? Euh, et c'était très flou. Alors c'est bien parce que tout le circuit, quelque part, ben, il est complémentaire. C'est ce qui fait la richesse de Hmm, Football Mission. bien sûr. Mais, mais pour vendre le projet à des partenaires, c'est très compliqué. Et pour une association qui est composée que de bénévoles, ou de même peut-être avec un ou deux employés, ça sera très complexe, d'autant si on a ce projet d'être l'opérateur national avéré au niveau du matériel de football. Donc, il fallait faire un choix stratégique de dissocier. Et en même temps, c'était aussi, alors dans un début, ça se comprend, mais très mal placé, que la France, quelque part, euh, dirige, anime des dites antennes Football Mission comme tu l'as pensé. Parce que ben, sur place, c'est une association légale. Il y a une convention de collaboration, certes, entre les deux pays, mais Football Mission France n'est pas au-dessus de Football Mission Cameroun. Et donc, pour équilibrer et mettre tout le monde au même niveau, ben, c'est juste une structure qui fait le travail de Football Mission actuellement, mais qui est positionnée à notre niveau pour que tout le monde soit égaux dans la façon de penser, mais qui respecte un cadre. Et là, est-ce que... tu sais, je me dis, ça va faire... À quelle date tu établis la création de Football Mission? C'est quoi, 2020, 2021, officiellement? L'association Football Mission a été créée en 2019 D'accord. et la fédération va être créée en 2026. La fédération Football Mission? La Fédération internationale de football mission, oui. Ça, c'est, qu'est-ce que permet justement cette nouvelle constitution, cette nouvelle organisation? Euh, c'est le seul moyen aujourd'hui qui permet d'envisager un avenir à la football mission. Parce que... Parce qu'aujourd'hui, Football Mission France est trop petit pour aller chercher les partenaires et les financeurs qu'on souhaite Mais ça consiste en quoi en pour fait la pouvoir faire de. fédération? Ça consiste en quoi? Tu discutes pour le nom de plusieurs pays. Ok, d'accord. Donc, tu peux aller chercher d'autres types de financeurs, institutionnels ou privés. Ok. Voilà. Et tu as plus de crédit. Et en même temps, c'est surtout ce qui te permet d'avoir un cadre et de protéger aujourd'hui tous les football missions qui portent ton nom, qui portent ton image, ton identité, tes valeurs. Mais si demain il y a des aléas qui se passent dans un pays et que du coup l'image de football mission est dénigrée, détournée, enfin, etc. Ben, aujourd'hui, on n'a pas de contrôle. Voilà. Ça, demain, s'il y a des football missions pays, donc le football mission Sénégal, qui ont la chance d'avoir un complexe sportif qui a été financé justement financé ou apporté des fonds par la fédération, et qu'il y a des mouvements en interne de football mission ou des mouvements politiques localement, ben, si la fédération n'est pas là pour être demain le propriétaire de ces complexes sportifs, ben, ça risque d'être compliqué. Alors que là, en étant propriétaire, tu es le garant par rapport aux financeurs de valeurs et de projets qui ont été signés dans les actes de convention. Et par conséquent, tu peux mener à bien les projets avec beaucoup plus de sérénité et de sécurité. Et s'il y a un petit souci ou quoi que ce soit, tu peux intervenir. Mais dans tous les cas, l'exploitant reste Football Mission Sénégal ou Football Mission France. C'est la Euh, fédération qui gérera tout ça. C'est un vaste projet
C'est quelque chose qui n'est pas encore mis sur place, donc du coup c'est difficile pour moi d'apporter plus d'éléments. Mhm. En tout cas, c'est un projet qui est écrit, construit avec l'ensemble des pays, des présidents et présidentes des pays, pour que ce soit un projet collégial. Tu as... Là, ce que j'ai compris, il y a eu une réunion, enfin, dire une réunion un peu d'alerte cet automne pour peut-être sur la situation actuelle. Euh, d'un- Toi, à la base, on s'est connus un peu où on partageait la passion du foot sur une posture d'entraîneur, entre guillemets, Mhm. qui est un dénominateur commun de football à goji. Euh, Là, si on s'approche de la fin de l'épisode et que je te dis, Romain, entre guillemets, c'est pas le moment de faire le bilan, mais s'il y avait un bilan un peu plus organisé, enfin, le bilan organisationnel, on l'a quasiment un peu traversé là sur les dernières questions. Mais s'il y avait un bilan un peu plus personnel, c'est si je m'adressais un peu à l'entraîneur, enfin, l'entraîneur que tu étais et que tu es entre guillemets, parce que tu as des postures un peu de leadership où tu utilises le football comme média pour créer des connexions, etc. Mais l'impact de Football Mission ces 5-6 dernières années sur ton parcours personnel, sur l'entraîneur que tu étais. Waouh. Euh, ok. Sacrée question, en fait, c'est difficile de te répondre parce que quelque part, le nom de l'association porte le mot football. Une des finalités, ou du moins qu'on aperçoit très souvent, c'est le football. Hein. Mais mon métier aujourd'hui, ou du moins ce que je fais de mes journées, euh, c'est quand même très éloigné du football. Voilà, c'est de la gestion c'est de la gestion d'entreprise, de ressources humaines, du management, ouais, des priorités, des financements, de la création de projets, etc. Donc, quelque part, moi j'apprécie toujours ce sport parce qu'il permet d'échanger avec n'importe qui. Euh, J'aimerais bien être davantage sur les terrains. C'est beaucoup moins de pression et beaucoup plus de plaisir. Mais il y a un plaisir que je retrouve malgré tout, c'est le contact humain. Parce que dans ma posture, ce qui est incroyable, c'est que je peux parler à des ministres ou des gens très influents, tout comme je peux parler à des petits jeunes dans les villages pour comprendre un petit peu leurs rêves, leurs besoins, etc. Et sans passer par le nombre de personnes intermédiaires derrière. Mais c'est incroyable, en fait, cette diversité de rencontres que Football Mission peut proposer. Et surtout, euh, bah, le potentiel de Football Mission. On ne se rend pas compte, mais même si on est une association à caractère plutôt caritatif, euh, on, on peut avoir des ouvertures si c'est bien travaillé, si c'est bien réfléchi et surtout que ça apporte du gagnant-gagnant à tout le monde. On peut avoir des ouvertures qui sont assez importantes. Et donc, du petit coach que j'étais aujourd'hui aux rencontres euh, que je fais, je ne sais pas s'il y a un métier qui aurait pu m'apporter autant en termes de diversité. Tu veux rentrer un peu dans les détails? J'allais presque reformuler ma question. Tu sais, quand même, tu sais, ça a été quoi Vas-y. l'impact tu sais, l'impact de, ça veut dire 5 ans, c'est 5 ans, 6 ans, c'est quand même beaucoup, et plus les années de j'irai entraîner chez vous, mais je veux dire, tu as découvert le milieu du foot un peu d'un angle différent, comme tu le dis, où tu es beaucoup moins sur les terrains comme tu l'étais, mais tu sais, comment cette mission, je veux dire, pour que tu sois encore là, c'est que certes, tu es pris dans un engrenage qui est, j'imagine, un cercle vertueux, mais ton engagement est encore presque total. Et pour qu'il le soit, tu sais, tu parlais d'animer, tu dis qu'est-ce qui m'anime au début de l'épisode, justement, tu sais, comment tu as été impacté par cette aventure, tu sais, comment ça t'a... Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience grâce à Football Mission, avec le fait d'avoir voyagé à travers la France, d'avoir rencontré les clubs, c'est ça, d'avoir de nouveaux interlocuteurs, comme tu le dis, à des strates différents, mais aussi dans d'autres pays.
créer des connexions avec des interlocuteurs internationaux dans des cultures qui sont quand même très très différentes, hein, la culture marocaine, sénégalaise, camerounaise. Tu sais, comment tu as été impacté, comment ça t'a fait évoluer sur ouais, peut-être ton regard sur le foot, peut-être ton regard sur aussi les sociétés. Tu sais, je pense qu'on s'approche de ma dernière question, hein, probablement, Romain. Ouais, alors c'est particulier ce que tu me dis, parce que tu as répondu à beaucoup de choses déjà dans ta propre question. Mais bon, mon regard sur le foot, c'est que maintenant je vois le foot un peu plus de l'intérieur. Euh, et par conséquent, ben, il y a beaucoup à dire. Et le football professionnel, le football business, aujourd'hui, perd vraiment de sa valeur humaine. Je ne sais même pas s'il en reste encore un peu. C'est malheureux. Voilà, et même ça pourrait faire du mal au football. Ça le fait déjà probablement. Donc, heureusement qu'on a la chance encore d'avoir ce football amateur et ce football qu'on trouve encore très naïf dans les villages. Et encore, c'est faux ce que je dis parce que dans les villages au Sénégal, au Cameroun, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être en Europe. Enfin, en fait, ils veulent être footballeurs. Et des fois, j'ai changé avec des jeunes qui avaient 15-16 ans. Euh, Tu fais quoi? Ben, j'ai arrêté l'école, mais tu veux faire quoi dans la vie? Footballeur? Ok. Bon, si tu n'es pas footballeur, tu as un métier? Non, moi je veux être footballeur ou rien du tout. Tu as des passions, football, et sinon, quoi d'autre? Ben, que football. En fait, c'est malheureux quand tu vois ça, parce que le football doit rester malgré tout un sport, un plaisir, et aujourd'hui, c'est devenu une obsession. Alors peut-être qu'on le retrouve un peu plus dans le foot amateur, mais même au fin fond des villages qui n'ont même pas de ballon, c'est une obsession. Et quelque part, ben, c'est ce football professionnel qui a du mal à faire du ruissellement, donc du coup, pour donner un peu plus d'équité ou d'outils à ceux d'en bas, qui fait que ça fait vriller un petit peu les mentalités de beaucoup, beaucoup de monde. Donc voilà, ça c'est par rapport à ma vision au niveau du football. C'est pas un milieu qui est sain. Euh, mais c'est un sport qui est magnifique. Ensuite, c'est le monde de l'entreprise, c'est un monde d'intérêt. Le monde de l'entreprise, c'est un monde d'intérêt, c'est au même titre que le monde politique. Il y a des intérêts derrière. Et Football Mission touche quelque part de près dans un certain secteur, ce qu'on appelle le RSE, la RSE, au niveau des entreprises, on s'aperçoit que ben, qu'il faut cocher des cases, mais que ça ne répond pas à une réalité. Et que les entreprises, à partir du moment où elles ont coché des cases, ça leur convient. Les politiques, à partir du moment où ils ont des électeurs, où ça va dans le sens des électeurs, ça leur convient. Et cette façon de penser qui est toujours dans leurs intérêts, mais quelque part ne répond pas aux besoins locaux. Et d'un côté, on y joue, d'un autre côté, on est quand même tellement désespéré de ce fonctionnement. Et enfin, aujourd'hui, tu vois, on est le 28 février. Les 3 heures d'avant ce podcast, je regardais un peu l'actualité et tous les bombardements sur parfois des civils avec les guerres qui se passent actuellement. Je ne vais pas vous parler de guerre, de politique, mais moi, ce que je trouve horrible, c'est que quand on veut mettre de l'argent sur quelque chose, il y en a. Mais le seul truc qu'il y a, c'est que ben, on ne priorise pas ce qui est essentiel, à savoir une jeunesse avec plein d'espoir, plein de rêves, et l'envie de dévorer la vie parce que la vie, elle est belle. Et ça, aujourd'hui, dans le contexte de la société dans laquelle on est, on a du mal à le retrouver parce que ben, on a des gens qui ne font pas forcément les choix par humanisme ou bienveillance, mais plutôt par intérêt, et c'est horrible. Et nous, Football Mission, quelque part, on est un petit pansement, on est ce colibri qui va chercher une goutte d'eau dans le feu une goutte d'eau dans la rivière et qui va le mettre sur le feu. Et ben, on espère que ben, chaque message qu'on passe, chaque fois qu'on fait une action, eh ben, que ça puisse être une goutte d'eau et qu'on puisse faire sourire et donner envie
aux jeunes notamment de prendre plaisir à être dans cette vie-là. Voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu encore une fois à ta question, mais oui, j'ai pris conscience qu'en 5 ans, tout comme il y a 10 ans, ben, j'étais dans un monde où j'étais un peu plus naïf et plus je fréquente certains milieux, plus il y a des informations qui viennent à moi, plus je suis aujourd'hui convaincu que ce que Football Mission fait, avec les valeurs qu'elle a, ben, elle est dans le bon chemin. Voilà. J'allais dire, dernière question, Romain, si tu avais un message pour ceux qui veulent s'engager, que ce soit des bénévoles, des partenaires, des auditeurs. Je pense que tu viens un peu de répondre à cette question, mais s'il fallait compléter. Ouais, non, mais, euh, allez, on va arrêter avec le colibri, mais on va dire, allez, dans une équipe de football, moi je connais plus d'équipes de football qui marquent à 11 que à 3 ou 4. Donc, plus on est nombreux sur le terrain, enfin, plus on joue collectif, plus on a des chances de remporter le match. Voilà, et tout en respectant l'adversaire. C'est tout ce que je peux dire. Et si possible, quelqu'un qui aide financièrement un joueur de foot. Peut-être, peut-être. Tu sais, la vie, elle est pleine de surprises. Mais dans tous les cas, tu vois, ce financement potentiel qui est toujours quelque part au-dessus de nos têtes une possibilité, ben, on le met de côté. On le met de côté parce que on sait il faut travailler quoi qu'il arrive. Il faut des fondations qui soient solides. Il faut être convaincu par ce qu'on fait, déterminé. Et c'est pas parce qu'on a 1 million d'euros qui tombe sur la table parce qu'un joueur a été généreux que ça va faire de nous de bonnes personnes et pas au contraire. Justement parce qu'on a été volontaire, bénévole, engagé. Demain, si on a un coup de pouce, ben, c'est super, ça va dans la continuité et ça va nous aider de faire mieux, mais ça ne changera pas quelque part qui nous sommes. Merci Romain. Euh, Merci d'avoir pris le temps. Je sais que ça paraît anecdotique là, mais déjà, ouais, merci par rapport au fait qu'on échangeait la date, de ta disponibilité, je t'ai relancé plusieurs fois ces derniers mois et d'avoir finalement accepté en tant que président de Football Mission de partager dans le cadre du podcaston, la semaine du podcast pour les associations. Donnons la parole aux associations, donnons la parole au président de Football Mission. Donc merci d'avoir partagé une petite infime partie de ce qu'est et de ce qu'a été et de ce qui sera Football Mission à venir. Quand on l'espère, hein. Mais merci à toi aussi pour ce temps d'écoute et de mise en avant bienveillante aussi de l'association et de nous avoir choisis. Donc, merci Thomas. Et puis, toujours pareil, ta propre curiosité anime la curiosité des autres. Donc, c'est parfait. Tin, 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 tin. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous allez été jusqu'au bout des 1h47 d'épisode où l'objectif était un peu différent d'habitude. Et pour autant, ce que je trouve intéressant, c'est que j'échange avec une personne qui est passée par un parcours d'éducateur, entraîneur, et qui, au gré de son parcours personnel, a fait évoluer sa démarche, et qui a justement, Romain, continué d'utiliser le football comme un moyen de connexion, et pour surtout œuvrer pour un projet plus global, dans le cadre d'un cercle vertueux, et en l'occurrence là pour une économie plus circulaire. J'espère que vous y avez trouvé un intérêt. En tout cas, comme vous l'avez remarqué, Romain est disponible si jamais vous avez des questions, l'envie de contribuer, que vous avez un contact, que vous avez un moyen de faire accélérer le projet. N'hésitez pas à le contacter et ou à me contacter, et je me ferai un plaisir de vous mettre en contact. En attendant, comme vous le savez, prenez soin de vous.